Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Juste, c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Les Zoom Ciné sur Radio Soleil Provençal. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Chaque semaine, avec nos partenaires, nous vous offrons des places de ciné pour les films à l'affiche valables sur toute la France et des places pour les avant-premières marseillaises. Consultez et inscrivez-vous sur ciné-zoom.com avec bien sûr les 3 W. Au sommaire aujourd'hui, film qui sort le 10 septembre. Il s'agit de Sirat, un film réalisé par Olivier Lax, le réalisateur. Vous l'entendrez dans cette émission et il y aura également Sergi Lopez, l'acteur principal. Vous entendrez Lucas Belvaux, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au cinéma Arplex à Marseille pour l'avant-première de son nouveau film, Les Tourmentés. Stages et ateliers de Cinézoom toute l'année pour tous les âges. Également pendant toutes les vacances scolaires, des stages de réalisation de l'écriture au tournage en 5 jours. Vous apprendrez avec ces formations cinéma-format, l'écriture du scénario, l'actorat, les bases pour faire un film, le montage et les différents métiers du cinéma. Renseignements, tarifs, dates, contenu, etc. sur www.ciné-zoom.com et au 06 09 17 41 64. Ça va quoi. Ouais. Bien. Ouais. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un sort le 10 septembre. Il s'agit de Sirat, un film réalisé par Olivier Lax, le réalisateur. Vous l'entendrez dans cette émission et il y aura également Sergi Lopez, l'acteur principal. C'est un film espagnol. Cela se passe au Maroc. Un père accompagné de son fils recherche sa fille aînée qui a disparu lors d'une rave party dans le désert. Il rallie un groupe hétéroclite de raveurs. Le film a obtenu le prix du jury présidé par Juliette Binoche au dernier festival de Cannes. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Moi j'avais une question par rapport justement au paysage, au lieu de tournage. Donc je pense que c'est très important, en même temps qu'il soit dans le désert de cette façon-là, et en même temps on peut imaginer toutes les métaphores que vous incluez dans le film. Est-ce que ça a été une volonté comme ça de nous faire penser à ce qui se passe sur ce territoire? C'est une aventure physique, mais en parallèle, une aventure métaphysique aussi. En même temps, donc, le symbolique est fort et important. Et c'est très compliqué de trouver cet équilibre, que le symbolique ne tombe pas dans quelque chose dans des idées ou quelque chose d'abstrait. Non. Et encore une fois, on a fait confiance au cinéma. On a fait confiance au pouvoir des images, à la polysémie des images, non, et à comment, voilà, les images, tous les récits, c'est des archétypes universels, c'est quelque chose qui est dans notre intérieur. Par exemple, pensons à Mad Max, non ? Mad Max, pourquoi ça nous touche tellement ? Non, cet écho d'une fin, non, parce que ça nous habite vraiment. Et bon, nous, entre nous, on rigolait, on a toujours parlé de Mad Max 0, non ? Mad Max pré-apocalyptique. Et oui, par rapport au paysage, donc le paysage nous aide à s'aimer en fait, que le spectateur sente que, ok, il est en train de voir quelque chose de très concret, de très matériel, mais il y a une inquiétude étrange. Hein, le monde est magique, le monde est habité, il y a un enchantement aussi dans ce qu'il est en train de voir, non, en même temps. Et ça, enfin, on espère que c'est dans le film, non ? Et le paysage, voilà, il se dématérialise aussi, comme la musique, comme le récit.
Et voilà, on arrive au désert, non, on passe par les montagnes, non, c'est une espèce d'espace liminaire où l'être humain est nu. L'ego a été explosé, enfin la vie les a explosé le ballon de l'ego, et voilà, un être humain imparfait qui assume ses imperfections, sa fragilité, et qui face à ce ciel et il fait ce qu'il peut. Sirat veut dire littéralement le chemin, la voie, et en même temps c'est le pont qui communique l'enfer avec le paradis. Et ce qui j'aime bien, parce que il parle que l'enfer c'est une phase, c'est pas un lieu clos, non, c'est comme un lieu de transformation. Et donc ce film est une quête quand même de transformation. Et voilà. En plus, bon, Sirat, je pense qu'il a une musicalité, le mot, il a une lumière que je crois qui était bénéfique pour le film. Voilà, de montrer quelqu'un qui cherche sa fille, qui va se confronter à une des choses les plus atroces que peut arriver à un être humain, mais qui va devoir chercher dans son intérieur. Et comme toujours, l'être humain, voilà, quand il est poussé à ses limites, il sort le mieux de lui-même. Enfin, comme un personnage qui ne sait pas où il va. Même les autres qui ont l'air d'avoir une boussole, non, mais ils ne savent pas non plus. Je veux dire, non, l'idée du film, c'est que, voilà, que la vie nous départ. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait des films, c'est quoi? Parce qu'on sait que la vie nous prépare des plans que nous, on ne prévoit pas. Et on va être obligé de jongler avec ça. Et en fait, vivre, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on est content d'être vivant, c'est parce qu'il y a la mort aussi. Donc, je crois qu'eux aussi, ils voyagent avec ces camions, tout ça, mais ils ne savent pas non plus très bien où ils vont. J'ai passé beaucoup d'années en Afrique, j'ai vécu 12 ans au Maroc. Je connais très très bien ce pays et je pense que ça ressort déjà depuis mon premier film. Je parle beaucoup d'ailleurs des migrants, si vous vous rappelez. Et ça continue de résonner. Il y a une espèce de connotation, de parfum, d'arôme qui rappelle toujours ça. Alors, dans ce film, vous avez des migrants qui viennent du Nord, qui viennent de Suède, et qui semblent, comment dire, préformatés, préparés pour ce voyage incroyable. Et bien évidemment, c'est aussi une composante importante du film, comme vous l'avez dit à très juste titre. Voilà, on aime la vérité, on aime toutes les textures du réel. On vient de cette tradition, non? On aime les gens beaucoup, profondément. Et surtout, on ne pouvait pas faire un film de punk avec des acteurs. Enfin, lui, il peut jouer un papa, ça a marché pour le film, mais il est très punk, mais... Si, un punk, oui. Il est peut-être plus punk que nous tous, non? Mais voilà, donc on est allé on a fait beaucoup de teuf, on a fait une équipe de casting. C'était pas des gens du cinéma, et voilà, on est allé convaincre surtout toutes ces communautés contre-culturelles toute cette scène techno, traveler, non, que j'admire beaucoup pour différentes raisons, non. Et voilà, ça a été personne par personne. On a privilégié ça, la vérité, non. Et j'aime tous mes films, j'ai travaillé avec des acteurs sans expérience. Et bon, moi ça m'émue beaucoup. Je pense qu'à le spectateur, ça lui touche beaucoup la fragilité. Je crois que c'est ça qui nous touche le plus de l'être humain. Il y a quand même une lumière, une pureté quand tu tournes avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Voilà, j'aime beaucoup. Et bon, le mélange avec Sergi, que lui, il a beaucoup d'heures de vol, il a son expérience, était un bon, un très bon équilibre. Pour moi, ce film a été un processus aussi personnel, parce que dans le fond, j'ai compris que je suis très proche je me rassemble beaucoup
à beaucoup de niveaux. En fait, moi, malgré ce que peut-être des spectateurs peuvent penser, mais je pense toujours à les spectateurs. Il y a une notion forte de service dans mon travail et de voilà, comprendre le moment dans lequel on est en train d'habiter, comment est le spectateur et comment je dois faire un peu pour pouvoir faire ce service. Non? C'est quelque chose d'important. Et les personnages du film vivent avec leurs blessures, les partagent. Et c'est aussi un pas qui va vers la maturité. Ça a été ça le processus. Me connecter en quelque sorte avec la chance que j'ai, remonter les traces du passé, des blessures de ma jeunesse, de mon enfance, et j'ai découvert que je suis un rêveur finalement. Oui, je suis fait pour les rêves. Cry, scream. J'aime pleurer, crier. But don't stop to dance. Mais surtout, ne jamais s'arrêter de danser. Même si c'est la fin du monde. Il faut continuer à danser. Voilà. C'est ça l'essence. This is what I understood during the shooting. C'est ce que j'ai compris pendant le tournage. On a tourné donc cette teuf, cette rave. C'était une véritable rave. C'était complètement fou de tourner ça. Et je me rappelle le dernier jour, on avait terminé donc les tournages, j'étais en haut, au sommet de la montagne, là, je regardais tout ce qu'on avait, tous les plans qu'on avait tournés. Il y avait 1 millier de personnes quand même dans cette rave party. Et donc je regardais ma folie finalement quelque part. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu l'as fait juste par amour. Et au milieu du tournage, j'étais cassé quelque part, mais la musique ne s'arrêtait pas sur le dance floor. Et c'est là que j'ai vraiment compris ce dont il s'agissait dans ce film, ce que c'est que le raving. On est dans des moments de désenchantement. Il faut réenchanter le monde. Et moi, je trouve qu'on évite des moments durs, mais très stimulants aussi en même temps. Parce que c'est des moments qui vont nous forcer à regarder à l'intérieur. Et le film parle de ça, de regarder à l'intérieur. C'est ce qu'on a voulu provoquer dans le spectateur. C'est ce que ce monsieur, ce personnage, fait dans le film, regarder à l'intérieur. Et la plupart des temps, c'est pas beau, c'est dur, ce qu'on voit à l'intérieur. Mais il faut le faire, il faut se jeter à l'abîme, il faut traverser les mines. Est-ce que le film il est lumineux ou pas, affirmatif ou négatif, pessimiste, nihiliste? Moi, ce que je voulais, c'est qu'on regarde à l'intérieur. Mais c'est évident qu'il y a une énergie positive et que c'est énorme d'être représenté, d'être ici à Cannes avec et d'autres films aussi dans d'autres endroits de festival. Et bon, la question c'était comment c'était, non, de tout en général. Donc c'était un voyage énorme, super. Enfin, c'est incroyable parce qu'en fait, malgré ce que mon personnage véhicule, enfin ce que mon personnage traverse, avec l'histoire qu'on raconte tous ensemble, je me suis éclaté. Je me suis beaucoup amusé. Enfin, amusé, c'est pas le mot. Enfin, amusé, je veux dire, c'est pas que c'est drôle, mais en fait, je sais pas, j'ai vécu. C'est une expérience qui peut-être parce que j'ai regardé un peu à l'intérieur, qui m'a lié, qui m'a laissé prendre une conscience plus claire du rapport profond et émotionnel et spirituel aussi que j'ai avec mon métier, avec ce truc surréaliste de jouer des personnages qui ne sont pas toi, de jouer des histoires qui ne sont pas la tienne, de raconter des histoires qui n'existent pas et malgré tout ça, être atteint par ça, touché par ça. Enfin, c'était super, même dans le sable, même dans la chaleur, même de la fatigue, tout ça. Je crois que c'était une bombe d'expérience. Et Oliver, tu vois, tu l'as entendu, je veux dire, c'est nous les actrices, on a besoin d'être inspirés et de ne pas être abandonnés. Et lui, il inspire.
Olivier, je veux dire qu'on a besoin d'avoir une inspiration, puisqu'on justement on joue sur des choses qui sont complètement éthérènes, tu vois. Et on a besoin d'un guide, d'un chemin, d'un sirat aussi qu'on doit traverser, qu'on doit faire ensemble. Et c'est bien d'avoir un Olivier Lache à côté, qui te prend la tête, mais qui t'habite et qui te lâche pas. Le rock endiablé de Pulp Fiction que se livrent John Travolta et Uma Thurman dans le film. Le film de Quentin Tarantino, eh bien c'était en 1994 déjà. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Aujourd'hui dans notre émission, Lucas Belvaux, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au cinéma Arplex à Marseille pour l'avant-première de son nouveau film, Les Tourmentés. Madame, une veuve fortunée et passionnée de chasse, s'ennuie. Elle charge son majordome de lui trouver un candidat pour une chasse à l'homme, moyennant un très juteux salaire. Mais rien ne se passera comme prévu. Avec Ramzy Bedia, Nils Tavernier, Lindan Pan et Déborah François dans les rôles principaux. Sorti en salle le 17 septembre. Nous sommes avec Lucas Belvaux à Marseille. On avait déjà amorcé la chose puisque vous commenciez la promotion 15 jours après le Festival de Cannes, où vous étiez le président du jury du prix de la citoyenneté, donc que vous avez attribué au film de Jafar Panahi. Maintenant, c'est pour vous, pour ce film-là, Les Tourmentés, de l'origine, puisque c'est un livre, si on ne l'a pas lu, que l'on aura envie sûrement de lire après, oui, Les Tourmentés. Je voudrais vous poser une question, déjà par rapport au titre. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes tourmentées ? Ah oui, oui, oui. Après, on est tourmenté à des niveaux différents, à des intensités différentes. Il y a des gens très tourmentés et puis des gens qui sont légèrement tourmentés. Après, on a le sommeil plus ou moins profond. Eux, je pense, c'est des gens qui ne dorment plus, tellement les tourments sont profonds et sont violents. La tourmente, c'est une petite métaphore avec la mer qui est changeante ? Peut-être, oui, avec le vent, avec une mer qui est démontée, oui, avec une
oui, un gros coup de Mistral. C'est un livre au départ. Est-ce que vous pensiez, est-ce que vous l'avez écrit comme un scénario, comme si vous alliez peut-être le tourner? Non, surtout pas. Je voulais vraiment écrire différemment de ce que je faisais d'habitude pour le cinéma. Je voulais pas écrire de scénario. Ça faisait 20 ans que j'écrivais des scénarios, et j'en ai écrit pas mal. Il y avait une espèce de lassitude du côté très technique et très contraint du scénario. Quand on écrit pour le cinéma, on pense déjà au tournage, donc à ce que ça va coûter. Et donc on se censure en fait un petit peu. On se dit tiens, ce personnage-là, est-ce qu'il est vraiment utile? Peut-être il faut que je le coupe. C'est un cachet supplémentaire d'un acteur ou telle séquence, ça va coûter des sous, tel décor. Et donc on pense beaucoup à ça en écrivant. Dans un roman, ça coûte pas plus cher d'écrire la bataille de Waterloo que d'écrire de personnes qui s'aiment dans une chambre de bonne. Donc moi j'avais envie de cette liberté-là, de pouvoir écrire la bataille de Waterloo. Voilà. Le cinéma, il y a beaucoup plus de contraintes. Bah oui, un film, ça coûte très très cher. Un film, ça coûte, on va dire qu'un film vraiment, un film fauché aujourd'hui, c'est minimum au plus bas, c'est 500 000 euros, 700 000 euros, et ça monte jusqu'à, il n'y a pas de limite par le haut. Et un film moyen, par exemple Les Tourmentés, ça a coûté à peu près 4 millions d'euros. Donc il y a des enjeux financiers considérables. Un livre, ça coûte pas grand-chose, hein. Même pour l'éditer, même pour le sortir. Jérémy, il est directeur d'une radio marseillaise, et donc on travaille aussi pour lui. On a différents médias, donc il était là ce soir. Alors comme ça sera aussi diffusé sur Radio Soleil Provençal. Alors vas-y. Alors c'était quoi votre inspiration? Pourquoi ce film? Dites-moi un petit peu. Au tout début, c'est-à-dire bien longtemps avant de commencer à écrire le roman, c'était déjà une idée de film. Hein. C'est-à-dire que c'était l'idée de faire un remake un peu, quelque chose qui s'inspirait très fort des Chasses du comte Zaroff. Oui, que les plus cinéphiles connaissent. Voilà, qui est un film de 1932. Qui est une histoire de chasse à l'homme pure et simple. Et donc je m'étais dit un jour je ferai un film, c'est un film de genre, un film presque de sous-genre, enfin de genre secondaire, et parce que ça coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens, pas beaucoup de décors, donc ça peut être très tendu, très nerveux, assez agréable à faire formellement. Et puis, l'idée m'est revenue au moment, mais je me suis dit, je vais écrire sous forme de roman plutôt. Et plus j'avançais dans le roman, et moins l'envie de chasse à l'homme s'imposait. J'avais envie d'écrire autre chose que la chasse à l'homme, parce qu'il y a eu ça a été beaucoup raconté, les chasses à l'homme. Et donc, je me suis dit, je vais écrire autre chose. C'est autre chose qui m'intéresse, c'est la trajectoire des personnages, c'est comment ils vont surmonter cette épreuve-là. Ce qui est surprenant dans votre film, justement, quand on parle de chasse à l'homme, on peut s'attendre à quelque chose de violent. Là, c'est vraiment psychologique, on peut dire. Oui, avec plus qu'un film de violence, c'est un film sur la violence. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle de violence tout le temps, et c'est l'impact de la violence, même potentielle, ou même future, qui n'a pas encore eu lieu, sur des gens, sur les gens qui vont la provoquer ou en être l'auteur, ou sur ceux qui vont la subir. Et donc, c'est ça le sujet du film, c'est l'effet de la violence ou de la guerre sur les gens. C'est des gens c'est des personnages qui sont traumatisés par la guerre et la violence. C'est ce que j'allais dire, c'est les traumatismes qu'ils peuvent garder toute leur vie. Oui. Et donc là, c'est une deuxième chance que vous offrez à vos personnages? Probablement. Enfin, qui s'offrent eux-mêmes. Oui. C'est eux qui s'offrent. Vous aimez le genre humain. Et donc là, vous le sublimez, moi je trouve, parce que vous l'amenez vers l'amour qu'il peut avoir envers les autres. Oui, j'aime bien le genre humain. Ça, c'est vrai, c'est joliment dit. Tout ce qui touche à l'humain m'intéresse, que ce soit l'amour, la violence, la trahison, le besoin de faire du bien, tout ce que... tout ce que font les humains m'intéresse. Et même dans ce film-là, le côté social est présent. Parce que ça occupe vraiment, c'est la préoccupation, je pense, d'aujourd'hui, ça, aussi. Oui, mais parce que les rapports sociaux sont des rapports humains. Et qu'on ne vit pas, à moins de vivre tout seul, quelque part, sans personne autour, il y a du rapport humain, il y a du rapport social. Voilà, c'est comment on organise, ou comment on envisage les rapports avec les autres, avec ceux qui nous entourent, alors que leurs intérêts ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Ils peuvent être contradictoires. C'est le principe de la lutte des classes. C'est comment on résout cette histoire-là, que
voilà, il y a des gens qui exploitent les autres, ou que le travail des uns enrichit les autres, et pourtant on a aussi probablement besoin que certains en fassent travailler. Comment on fait? Comment dans une société on s'arrange de ça, de ces contradictions-là, pour pas qu'il y ait de domination absolue, pour que les richesses se partagent. Voilà, c'est ça la société. Mais ça peut être les mêmes enjeux, mais sentimentaux. C'est la même chose. Il y a des intérêts contradictoires, il y a des tensions entre... il y a de la jalousie, il y a de l'amour, il y a le manque d'amour, il y a ce qu'on attend, il y a les relations, enfin l'abus sur les enfants. Tout ça, c'est des rapports sociaux. Parfois tordus, parfois criminels. Mais il y a aussi... Donc tout ça, c'est l'humanité. Et donc tout est sujet. Est-ce que par rapport justement à la violence, vous vous êtes posé beaucoup de questions, comment la montrer? Parce que c'est vrai qu'on est surpris, parce que c'est vrai que on est habitué aujourd'hui à voir beaucoup de choses rapides, violentes, et là vous n'êtes pas démonstratif, vous l'utilisez d'une façon juste pour... ce sont des pensées, je pense qu'on peut le dévoiler ça ou pas? Oui, des images mentales. Mais la représentation de la violence au cinéma, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours, et je me suis toujours posé des questions là-dessus. Depuis la trilogie, je me dis comment je montre ça. C'est un vrai sujet de réflexion, la violence au cinéma, comment on la montre. Parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas se dire on ne montre plus de choses violentes. Non, c'est un sujet. Le monde est tellement violent qu'on est obligé, pour réfléchir, pour la réfléchir, de la montrer. Et donc, comment on la montre? Et je pense que la frontière éthique entre ce qui est acceptable et pas acceptable, c'est le voyeurisme, c'est quelque chose de presque pornographique. C'est-à-dire que moi, je m'interdis pas de montrer la violence, y compris parfois de façon très crue, mais je m'interdis d'en faire un spectacle qui provoquerait une jouissance chez les spectateurs. Je ne peux pas mettre le spectateur dans la position d'être un voyeur et de prendre du plaisir à la violence qui est sur l'écran. Donc il faut montrer la violence pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose d'inacceptable, de brutal. Pour la combattre. Et voilà, il me l'a montré pour ce qu'elle est, pour la combattre. Oui, qu'est-ce que vous répondez aux spectateurs qui vous disent « on n'en voit pas assez » ? Que le monde est suffisamment violent et qu'il y a plein d'endroits où voir ça. Un film, il est ce qu'il est. Il ne faut pas lui demander plus que ce qu'il donne. Voilà, en plus c'est votre point de vue, c'est votre envie de montrer et de raconter des histoires différemment. C'est probablement un problème aujourd'hui dans la façon dont on appréhende les films, y compris chez les critiques d'ailleurs. Les gens attendent quelque chose et ne sont pas ouverts au film qu'on leur propose. Ils n'ont plus très envie d'être surpris par un film. Donc s'il y a un changement de nature à l'intérieur du film, si on commence sur un film de genre et puis qu'on change de genre ou qu'on passe sur un film qui n'est pas le même à la fin qu'au début, les gens disent « Ah, c'est pas ce qu'on attendait. » oui, c'est ça qui est bien au cinéma, c'est d'être surpris un peu. Alors, en tout cas, avec votre film, on peut dire qu'on est surpris. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne va rien dévoiler de plus, mais c'est vrai que cette chasse, elle est particulière. Et en même temps, peut-être que c'est chasser les esprits tourmentés qui peut peut-être résumer ça aussi. Oui. On les chasse au galop. L'occasion de rencontrer des enfants, dites-moi un petit peu. Moi, je travaille avec les enfants comme je travaille avec les adultes. Sur un plateau, c'est une des spécificités du cinéma. C'est un des rares métiers où on peut faire travailler des enfants. Et une fois qu'ils sont acteurs, même si c'est la première fois, ils ont la même responsabilité que les acteurs adultes. Et donc, je fais beaucoup plus attention, évidemment, aux enfants qu'aux adultes, mais j'attends d'eux le même sérieux, la même capacité à être dans leur marque, à dire le texte, je leur demande d'apprendre le texte, etc. Et ils aiment beaucoup ça, en fait. Le fait de leur donner des responsabilités, ça les fait grandir, ça les fait mûrir, ils en sont conscients, ils adorent ça. Pour terminer, juste petite anecdote par rapport aux animaux qui sont dans le film, parce que c'est vrai que, comme Jérémy est aussi un homme de radio, il est bavard, mais c'est vrai qu'on dit que le plus difficile pour un tournage, c'est de faire tourner des enfants et des animaux. En fait, vous avez eu peur des animaux? J'ai pas peur des animaux, j'adore ça. Mais en fait, la phrase, c'est surtout pour les acteurs. On disait, faut pas tourner avec des enfants et des animaux, mais c'est pour les acteurs, parce que
les enfants et les animaux ne jouent pas. Ah, c'est pas pour les réalisateurs. Mais non, c'est pour les acteurs, parce que l'animal, quand il est bien, et souvent ils sont bien, et l'enfant, quand il est bien, il joue pas, ils sont très très profonds et très justes, et donc l'acteur arrive plus à être à la hauteur parce qu'on a perdu de l'innocence qu'ont encore les enfants et les animaux. Et donc l'acteur a plus ce côté brut, et donc c'est difficile, c'est une épreuve de jouer avec des enfants. Il faut de très bons acteurs pour rester bon. Choisis comment les acteurs? On ne sait jamais, c'est très mystérieux. C'est-à-dire qu'un acteur, on a beau faire des castings, on en rencontre. Enfin, pour les personnages principaux, c'est des acteurs qu'on a déjà vus. Mais... Donc je les connais, je les ai vus dans des films, je les ai vus dans des interviews, tout ça. Donc ils s'imposent malgré moi. Presque un jour, un matin, je me lève, je me dis quand même, lui, un tel, là, Ramzy en l'occurrence, je l'avais croisé dans un escalier un an avant, il m'avait fait un effet particulier. Donc je m'étais dit, voilà, c'est lui, c'est lui, je veux personne d'autre pour ce personnage. Et puis pour Linda Femme qui joue Madame, c'est un peu la même chose. J'avais tourné avec elle il y a très longtemps quand j'étais acteur. C'était dans quel film déjà? C'était dans le film de Régis Varnier, Pars vite et reviens tard. Voilà. Mais je l'avais vu aussi au cinéma dans un film de Jacques Audiard, dans De battre mon cœur s'est arrêté, où elle était très bien. Et donc voilà, il y a des acteurs qui s'imposent comme ça. C'est un peu, on ne sait pas très bien d'où ça vient. En tout cas, vous avez un casting 5 étoiles, on peut le dire. Et en même temps, 4 étoiles, il y a 4 acteurs. Oui, voilà. Mais bon, on rajoute une 5e étoile pour le plaisir. Pour les 2 enfants. Voilà. Et les chiens. Voilà. En tout cas, Lucas Belvaux, merci beaucoup. Le film sort quand? Le 17 septembre. Pour les infos métiers du mois de septembre, mercredi 10 septembre, et il sera question du métier de chef opérateur. Donc rendez-vous à la Cité des Métiers, 4 rue des Consuls, à Marseille, le 10 septembre. Pour les infos métiers, c'est de 10h à 12h. Le 10 septembre également. Les ateliers reprendront à cette même date. Donc il sera question le 10 septembre de 14h à 16h, se servir d'une caméra, et nous vous parlerons de l'alphabet du cinéma. De la Cité des Métiers, lacitedesmétiers.fr. On se dit au revoir. Je vous rappelle que les places de cinéma, on vous les offre sur www.ciné-zoom.com. Vous vous faites inscrire, vous choisissez l'avant-première de votre choix. Donc il y en a tous les mois. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site. Vous cliquez sur la rubrique les places offertes avec les partenaires de CinéZoom. Au revoir à toutes. Au revoir à tous. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CinéZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.